Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bouleversant, tendu, et d'une rare intensité d'ici tout commence, diffusé ce lundi 28 juillet 2025, l'épisode 1228, qui risque bien de marquer un tournant décisif dans les coulisses du championnat inter-école et dans l'histoire de l'Institut. Dès les premières minutes, on assiste à une scène d'une gravité inédite entre Tessier et Clotilde. Dans l'ombre feutrée de leur bureau, deux piliers de l'Institut s'allient dans le silence et la douleur, face à une menace invisible, mais de plus en plus oppressante. Les regards sont plus éloquents que 1000 mots, quelqu'un agit dans l'ombre, et il ne s'agit plus seulement d'un concours culinaire mais d'un véritable jeu de pouvoir et de survie. De l'autre côté, Zoé et Léonard, épaulés par Ismaël et bientôt rejoints par Carla et Gaspard, s'aventurent sur un terrain miné. Leur quête de vérité prend la forme d'un véritable casse numérique, à la recherche d'une preuve qui pourrait tout faire basculer. Et alors qu'ils pensent être proches du but, Ferdinand surgit, glacial, implacable. La tension explose. Mais cet épisode, ce n'est pas seulement des menaces et des confrontations. C'est aussi la naissance d'un frisson amoureux, d'un coup de foudre silencieux entre Lou et Joséphine, un regard suspendu dans le temps, d'une intensité troublante. Une scène qui tranche avec la violence du reste, mais qui touche droit au cœur. En cuisine, Billy craque face à Tom. Le masque tombe. Plus de faux semblants. Plus d'excuses. Des mots tranchants, mais vrais. Parce qu'il faut parfois blesser pour réveiller. Parce qu'on ne peut pas toujours jouer un rôle quand tout le monde souffre autour. Pendant ce temps, la tension entre Étienne et Ferdinand atteint un sommet. Le père et le fils, liés par le sang mais séparés par des années d'amertume, règlent leur compte dans une scène aussi poignante que violente. Et ce n'est pas fini car l'épisode se clôt sur un retournement de situation magistral. Tessier, au bord de l'implosion, décide de confier une mission secrète à ceux qu'il a lui-même exclus. Une dernière chance, un ultimatum. Soit il démasque le saboteur, soit il quitte définitivement l'aventure. Alors installez-vous, prenez une grande inspiration, car ce 1228 épisode est un véritable thriller émotionnel, où chaque personnage révèle ses failles, ses combats, et ses espoirs les plus intimes. Dans le bureau plongé dans une lumière tamisée, le silence s'étire comme un fil tendu entre Tessier et Clotilde. Un silence lourd, chargé de tout ce qu'ils n'osent pas encore nommer, mais que leurs regards disent déjà. Il y a dans les yeux de Tessier cette lueur d'orgueil blessé, ce feu froid d'un homme qui sent son territoire menacé, son autorité remise en cause, sa maison profanée. Lui qui a toujours régné sur l'Institut avec une main de fer, le voilà contraint d'admettre qu'un poison s'infiltre, que quelque chose ou quelqu'un agit dans l'ombre pour faire tomber ce qu'il a bâti. Face à lui, Clotilde reste droite, le menton légèrement relevé. Elle n'a pas cette arrogance naturelle de Tessier, mais elle possède une autre forme de force, plus souterraine, plus calme. Ce n'est pas la colère qui l'anime, mais une certitude glaciale, quelqu'un cherche à leur nuire. Et elle ne le tolérera pas. Elle le regarde longuement, sans détourner les yeux, puis dit doucement, presque comme une promesse. On va leur faire face. Il n'y a ni emphase ni cri. Seulement une conviction absolue. Elle ne cherche pas à rassurer, elle affirme. Elle ne tremble pas. Et derrière cette apparente sérénité, il y a une femme prête à se battre, prête à se salir les mains s'il le faut, mais jamais à reculer. Tessier, d'abord silencieux, laisse tomber ses épaules d'un millimètre, comme s'il acceptait enfin de ne pas porter seul ce fardeau. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est une alliance. Et dans cette pièce, sans qu'un mot de plus ne soit échangé, quelque chose de fondamental se scelle, une volonté commune de ne pas plier, même si tout vacille autour d'eux. Dans la pénombre feutrée de sa chambre, Ismaël jette un regard rapide vers la porte avant de refermer discrètement derrière lui. Léonard et Zoé sont là, à l'affût, l'un tapotant nerveusement sur son téléphone, l'autre fixant l'écran de l'ordinateur portable posé sur le bureau comme s'il s'agissait d'une bombe à désamorcer. Il règne dans la pièce une tension palpable, une forme d'excitation mêlée d'angoisse, comme si chacun savait qu'il s'aventurait sur un terrain glissant mais qu'il n'était plus question de reculer. Les battements de cœur s'accélèrent lorsque l'écran s'illumine. Zoé retient son souffle. Il cherche une faille dans le système de Ferdinand, une preuve,
un indice, n'importe quoi qui pourrait faire éclater la vérité et les laver du soupçon qui pèse sur eux depuis leur élimination brutale. Pour eux, ce n'est pas de la triche, c'est une forme de justice. Mais le claquement sec d'une poignée les fige. Gaspard et Carla viennent d'entrer. Le regard de Gaspard se durcit en croisant celui d'Ismaël, tandis que Carla, elle, s'arrête un instant, troublée, comme si elle avait été saisie par un pressentiment. Son regard va de l'ordinateur à Zoé, puis à Léonard. L'évidence éclate dans son esprit, il fouille, il cherche à comprendre ce qui se trame dans l'ombre. Alors que Gaspard commence à s'indigner, Carla coupe court. Sa voix est basse, mais vibrante de sincérité. Je crois que j'ai peur. Avec tout ce qui se passe, j'ai plus l'impression d'être à un concours mais dans une arène. Son aveu suspend le temps. Derrière son assurance habituelle, derrière les joutes verbales et les sourires ironiques, elle laisse entrevoir une faille. Une fatigue. Une inquiétude sourde qui ne la quitte plus depuis que les incidents se sont multipliés. Elle n'accuse personne, elle ne cherche pas d'excuses. Elle dit juste ce qu'elle ressent, dans toute sa vulnérabilité. Et dans le silence qui suit, il n'est plus question de compétition ni de trahison. Juste d'un groupe de jeunes pris dans un engrenage qui les dépasse. Sous les rayons dorés de l'après-midi, le jardin de l'Institut baigne dans une lumière douce, presque irréelle. Les feuilles frémissent à peine dans l'air tiède de juillet, et quelques voix d'élèves s'élèvent au loin, comme un fond sonore flou, sans importance. C'est dans ce calme trompeur que Lou s'avance, les mains dans les poches, aux côtés de Tom, qui bavarde à un rythme effréné, enchaînant anecdotes, critiques et fausses confidences avec cette énergie nerveuse qui ne laisse jamais place au silence. Lou l'écoute à moitié ou fait semblant, son regard perdu dans le vague. Il hoche la tête de temps en temps, lâche un « ouais », distrait, mais on sent bien que quelque chose le travaille. Ou peut-être qu'il espère juste que Tom se taise un instant. Et c'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Joséphine. Elle marche lentement, le pas léger, accompagnée de Bérénice. Les deux jeunes femmes rient doucement, partageant un instant complice. Mais lorsque son regard croise celui de Lou, tout semble s'arrêter. Le temps suspend son souffle, le bruissement des feuilles s'efface, les mots de Tom deviennent un bourdonnement lointain. Lou s'immobilise. Il la regarde comme si c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un vraiment. Une lueur trouble traverse ses yeux, un éclat fugace qui dit tout, la surprise, l'évidence, et ce quelque chose d'inexplicable qu'on appelle le coup de foudre. Joséphine, elle, ne détourne pas le regard. Elle le soutient, presque timidement, mais sans fuir. Comme si elle aussi, l'espace d'un instant, avait senti que le monde venait de glisser légèrement sous ses pieds. Autour d'eux, tout continue comme si de rien n'était. Bérénice parle encore, Tom continue de déblatérer, insupportable d'enthousiasme déplacé. Lou, pourtant, n'entend plus rien. C'est comme si un voile s'était levé. Et alors que Tom lance une énième remarque hors sujet, Lou tourne à peine la tête vers lui, le regard vaguement désespéré, presque amusé, comme s'il se disait intérieurement, sérieusement pas maintenant. Le chaos de Tom contre l'évidence silencieuse d'un regard. Dans ce jardin tranquille, une histoire vient peut-être de commencer. À l'atelier, la lumière du jour filtre à travers les grandes vitres, caressant les plans de travail d'un éclat tiède. Une atmosphère studieuse règne, ponctuée par le doux cliquetis des ustensiles et le bruit feutré des couteaux qui s'abattent sur les planches à découper. Billy est là, concentrée, précise, appliquée comme toujours. Elle a ce calme naturel qui apaise, cette manière discrète mais efficace de se rendre indispensable. À ses côtés, Mehdi s'active, tendu. On sent chez lui cette exigence intérieure, ce feu qu'il s'impose à lui-même, cette volonté de bien faire, toujours, quitte à s'épuiser. Il vérifie, ajuste, corrige. Tout doit être parfait. Il ne parle pas beaucoup, concentré sur la marinade qu'il prépare avec un soin maniaque. Et puis il y a Tom. Tom, qui virevolte dans l'atelier comme une mouette survoltée un jour de tempête. Il chante faux, fredonne à voix haute, ponctue ses gestes de commentaires grandiloquents. Il tranche une tige de ciboulette avec la solennité d'un chef étoilé préparant le dernier repas d'un roi. Puis, relevant les yeux vers Mehdi, il lâche d'un ton grave, les mains jointes comme s'il récitait une prière. «
Tu sais, la ciboulette, c'est pas juste une herbe. C'est une promesse. Une promesse de fraîcheur. C'est l'espoir ciselé finement. Une touche verte dans un monde trop gris. Billy relève légèrement la tête, un demi-sourire au coin des lèvres. Elle a l'habitude. Mais Mehdi, lui, craque. Il repose violemment son couteau sur la planche, se tourne vers Tom, les yeux écarquillés par un mélange d'incrédulité et de frustration. Non mais t'es sérieux là? C'est de la ciboulette, Tom. Pas un haïku japonais sur le sens de la vie. Un silence s'installe. Billy le rompt avec un petit rire étouffé. Tom hausse les épaules, imperturbable. Il ajoute, philosophe. Justement. C'est ça, la magie. Mehdi soupire, lève les yeux au ciel et retourne à ses préparations, tout en marmonnant entre ses dents. Mais derrière son exaspération, on devine un sourire qu'il tente de cacher. Parce qu'au fond, même s'il ne l'avouera jamais, Tom, avec sa poésie débordante pour 3 brins de ciboulette, apporte quelque chose que l'atelier n'aurait pas sans lui. Un grain de folie. Un souffle d'absurde. Une respiration. Dans la cour de Castelmont, le soleil commence tout juste à décliner, allongeant les ombres sur les murs de pierre. Étienne, le regard dur, fait face à Ferdinand. Pas un mot de trop, pas d'enrobage inutile, il va droit au but, comme à son habitude. Sa voix, grave et sèche, claque dans l'air chaud. Tu as coulé le restaurant que je t'ai confié. Je t'ai donné ta chance, Ferdinand. Il n'y en aura pas d'autre. Le silence qui suit est glacial, tranchant. Ferdinand encaisse sans rien dire, les mâchoires serrées, mais son regard brûle d'un mélange de colère et d'humiliation. On croirait presque voir l'enfant qu'il a été, luttant pour mériter l'attention d'un père toujours trop distant, trop exigeant. Il détourne les yeux, sans répondre. Lucille, qui assiste à la scène, ressent toute la tension électrique entre eux. Elle s'approche doucement, comme on poserait une main sur une plaie à vif. Sa voix est plus douce, teintée d'une chaleur sincère. Ferdinand, il ne le dit pas, mais je le vois. Étienne est heureux de travailler avec toi. Il ne sait pas le montrer, c'est tout. Elle croit apaiser, elle croit ouvrir une brèche. Mais Ferdinand se fige. Il esquisse un rictus amer, un rire sans joie. Heureux? Non, Lucille. Il est juste content d'avoir trouvé quelqu'un pour porter ses cartons et se taire. Il n'a pas trouvé un fils. Il a juste trouvé un larbin. Ses mots claquent, acides, douloureux. Ce n'est pas une provocation. C'est une vérité qu'il porte depuis trop longtemps, un poids qui déforme sa manière de voir le monde et surtout son père. Derrière son sarcasme, on entend la blessure profonde de ne jamais avoir été regardé comme un homme à part entière, seulement comme une déception de plus. Lucille baisse les yeux, touchée. Elle comprend. Peut-être mieux qu'Étienne lui-même. Étienne, lui, reste figé. Il ne répond pas. Mais dans la tension de sa mâchoire, dans le bref frémissement de ses lèvres, quelque chose dit que les mots de Ferdinand ont touché juste. La cuisine de l'Institut résonne d'une agitation familière, bruit de casserole, cliquetis de couteau, murmure entre élèves. Mais au cœur de cette mécanique bien huilée, une tension insidieuse s'installe, palpable, comme un nuage orageux au-dessus d'une plaque chauffante. Tom, fidèle à lui-même, virevolte entre les postes, débitant ses répliques à haute voix, théâtralisant le moindre geste, forçant les sourires et les regards. Il parle, beaucoup, trop. Il se donne un rôle, une allure, une exubérance qui finit par étouffer l'air. Il ne s'arrête jamais. Même pas quand il sent que personne ne l'écoute vraiment. Billy, elle, serre les dents depuis des jours. Elle a tout encaissé, les vannes douteuses, les discours absurdes, les interruptions constantes en plein dressage, les monologues pompeux sur des recettes qu'il ne maîtrise même pas. Elle a encaissé par calme, par patience, par habitude aussi. Mais aujourd'hui, la corde lâche. D'un coup sec, elle repose sa spatule sur le plan de travail, tourne les talons et le fixe. Ses yeux, d'habitude doux et vifs, sont durs comme l'acier. Et sa voix, quand elle s'élève, tranche net. Tu n'es pas spécial, Tom. Le silence tombe d'un coup dans l'atelier.
Même les casseroles semblent s'arrêter de bouillir. Elle continue, sans hausser le ton, mais chaque mot est un coup de lame. T'es pas un héros incompris, t'es pas un génie maudit, t'es juste un gars qui fait CHR tout le monde à force de jouer un rôle. Alors arrête. Arrête de t'inventer une vie. Parce que là, t'es ridicule. Tom reste figé. Les épaules raides, les yeux clignotants, il ouvre la bouche mais rien ne sort. C'est comme si, soudainement, quelqu'un venait d'éteindre les projecteurs d'un spectacle qu'il était le seul à croire en cours. Autour d'eux, l'atelier a repris, mais plus doucement. Et Billy, elle, retourne à sa préparation, le cœur battant fort, mais sans se retourner. Parce qu'il fallait que ça sorte. Parce que parfois, il faut crever l'abcès, même si ça fait mal. Dans la pénombre du bureau, seulement éclairé par l'écran blafard de l'ordinateur, le silence est presque religieux. Zoé, concentrée, ses doigts glissant fébrilement sur le clavier, tente de contourner les derniers pare-feux. À ses côtés, Léonard retient son souffle, les yeux rivés sur le fichier qu'ils viennent tout juste d'ouvrir. Une vidéo. Il clique. L'image s'anime. Quelques secondes suffisent pour que le doute s'efface, elle a été modifiée. Trafiquée. Une preuve accablante que leur éviction n'est pas une erreur, mais une manipulation. Carla, postée près de la porte entr'ouverte, jette des regards nerveux dans le couloir. Son cœur bat à tout rompre. Elle sait qu'ils n'ont pas le droit d'être là, que ce qu'ils font est risqué, mais elle ne peut pas reculer. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'ils ont vécu. Dépêchez-vous, murmure-t-elle. Je crois que quelqu'un arrive. Mais il est trop tard. La porte s'ouvre brutalement. Ferdinand. Il se tient là, figé sur le seuil, les bras croisés, le regard noir, glacé. Un silence pesant envahit la pièce. Son regard passe de l'écran encore allumé à leur visage blême. Il comprend tout. Instantanément. Et d'une voix froide, presque murmurée, mais d'une intensité terrifiante, il lâche. Vous êtes mort. Chaque mot tombe comme une sentence. Sans cri. Sans colère apparente. Juste une promesse. Zoé et Léonard se figent, figés par cette menace qui plane maintenant dans l'air, lourde et irrévocable. Carla recule d'un pas, les poings serrés. Il savait que c'était risqué. Mais il n'avait pas imaginé ce regard-là. Ce regard d'un homme prêt à tout pour protéger son secret. Dans le calme studieux de la cuisine d'essai, Joséphine s'affaire, concentrée sur chaque geste. Ses mouvements sont précis, appliqués, mais empreints d'une légère tension. Elle cuisine en silence, seule avec ses pensées, quand la porte s'ouvre brusquement. Lou entre, accompagnée de Joachim, une caisse à outils à la main. Ils doivent réparer une grille de haute récalcitrante, un détail technique qui interrompt le rythme de Joséphine. Elle lève les yeux, un peu surprise, essuie rapidement ses mains sur son torchon et esquisse un sourire poli. Lou la salue d'un ton détendu, curieux, presque chaleureux. Leur échange est bref, mais déjà une forme de lien secret, discret, fragile. Elle, timide dans sa posture, lui, plus assuré, observateur. En apercevant son plat en préparation, Lou lance avec un air intrigué. Tu bosses sur une présentation ? Joséphine hoche la tête et explique qu'elle doit faire goûter sa recette au chef Leroy dans moins d'une heure. Elle propose, spontanée, de leur faire goûter une bouchée. Joachim acquiesce, mais c'est Lou qui s'attarde vraiment sur les saveurs, réfléchissant à voix haute, les sourcils légèrement froncés. C'est bon, mais peut-être un peu attendu ? Un peu classique, non ? Ce n'est pas méchant. Ce n'est même pas une critique. Mais dans les yeux de Joséphine, l'effet est immédiat. Comme un doute qui s'installe et vient fissurer la confiance fragile qu'elle avait réussi à construire autour de son plat. Quand ils repartent, elle reste seule face à son assiette, le regard vide. Et puis, soudain, l'impulsion. Elle se remet à l'ouvrage. Elle rouvre ses bocaux, change ses associations, tente quelque chose d'audacieux, de différent. Elle veut surprendre. Prouver qu'elle est capable d'oser. Au moment de présenter son plat, la tomate farcie s'est métamorphosée. Revisité, éclatant, moderne.
Elle attend, tendue. Le chef Leroy goûte, relève la tête et la regarde longuement. C'est bon. Très bon, même. Mais c'est hors sujet. Les mots claquent avec une douceur déstabilisante. Pas de colère, pas de mépris. Juste un constat. Plus tard, dans un couloir désert, elle croise Marc. Ses épaules sont affaissées, son regard fuyant. Il comprend sans qu'elle n'ait besoin de parler. Mais elle finit par lâcher, d'une voix douce, presque inaudible. J'ai l'impression d'être invisible ici. Les autres, ils ont une telle aisance. Moi, j'ose à peine exister. Je fais tout pour que ça marche, mais j'ai du mal à être moi. C'est un aveu sans phare, une faille qu'elle laisse entrevoir à Marc. Et dans cet instant fragile, elle ne cherche plus à impressionner. Elle cherche juste à être entendue. À être vue, vraiment. La tension est palpable, comme une lame d'acier suspendue dans l'air. Ferdinand, les mâchoires crispées, se dresse face à Tessier et Clotilde dans l'un des salons austères de Castelmont. Son regard est dur, mais ce n'est pas la colère qui l'habite, c'est un mélange plus complexe, humiliation, frustration, et ce vieux besoin de reconnaissance qui, chez lui, se transforme toujours en agressivité. Vous croyez vraiment que vos petits protégés sont allés fouiller dans un ordinateur pour tricher? Que vos élèves sont capables de voler le contenu d'une épreuve? Sérieusement? Il les fixe, un à un. Clotilde reste droite, impassible, mais on lit dans son regard une inquiétude profonde, presque douloureuse. Elle ne répond pas. Pas encore. Tessier, lui, soutient le regard de Ferdinand avec une intensité glacée. Il ne bouge pas, mais ses doigts se crispent lentement sur la coudoir de la chaise. Ferdinand insiste, avance d'un pas comme pour les provoquer. Vous êtes tellement obsédé par l'image de votre institut que vous refusez de voir que cette histoire vous dépasse. Mais c'est lorsqu'il lâche, presque nonchalamment. Et soit dit en passant, vos deux élèves, Zoé et Léonard, ils ne sont jamais repartis à Calvière. Le monde vacille. Le visage de Tessier se transforme instantanément. Ses yeux s'écarquillent, sa mâchoire se crispe, son souffle se coupe une demi-seconde puis l'explosion. Quoi? Sa voix tonne dans la pièce comme un coup de tonnerre. Il se lève brutalement, faisant reculer sa chaise avec fracas. Les veines de son cou palpitent, son regard se fait plus sombre, presque fiévreux. Il tourne vers Clotilde, comme s'il cherchait une confirmation ou un démenti, mais elle reste muette, sidérée. Tessier explose, incapable de contenir sa fureur mêlée de peur. Ils sont où, bordel? Qu'est-ce qu'ils fichent encore ici? Et vous le saviez? Vous l'avez couvert? Ferdinand, cette fois, ne recule pas. Il soutient la tempête, sans flancher. Mais au fond de la pièce, un silence plus profond se tisse. Celui de Clotilde, qui commence à comprendre que cette histoire va bien au-delà d'un simple affrontement entre instituts. Et que les conséquences, elles, pourraient être bien plus graves qu'un vol de sujets. Dans un coin calme du parc, à l'ombre d'un vieux figuier, Billy est assise sur un muret de pierre, les bras croisés, le regard un peu perdu dans le vide. Pénélope, toujours présente dans les moments où tout vacille, reste à ses côtés, silencieuse, respectueuse de cet entre-deux où les émotions cherchent encore leurs mots. C'est alors que Tom arrive. Il avance d'un pas hésitant, sans son éternel bagou, sans les mimiques ni les envolées lyriques qui d'ordinaire le protègent comme une armure. Il est là, simplement, un peu maladroit, un peu fragile, mais sincère. Billy, je voulais m'excuser. Elle relève les yeux vers lui, sans dire un mot. Il poursuit, la voix plus calme qu'à l'accoutumée. J'ai merdé. J'en fais trop, je le sais. Et je t'ai blessé. C'était pas le but. Le silence s'étire. Puis, avec une once de provocation, mais sans agressivité, il ajoute. Et toi? T'as pas un petit truc à te faire pardonner, toi non plus? Billy laisse échapper un petit rire, sec mais pas moqueur. Elle baisse les yeux, réfléchit une seconde, puis répond, sans détour. Ouais. J'ai été un peu brutale. Elle marque une pause, puis relève la tête, son regard ancré dans celui de Tom. Il n'y a pas de colère dans sa voix,
juste une honnêteté tranchante. Mais faut que tu saches un truc. Ton histoire de HPI, j'y crois pas. Je pense que tu utilises ça comme un masque pour pas affronter ce que t'es vraiment. T'es peut-être brillant, ou pas, j'en sais rien. Mais t'es surtout paumé. Et c'est pas un sigle qui va te sauver. Tom reste figé. Pas vexé. Touché, peut-être. Pénélope, elle, les regarde l'un après l'autre, attentive. Et dans cette étrange sincérité, dans cette confrontation nue, sans phare, quelque chose se dénoue. Pas une réconciliation magique. Mais un premier pas. Vers quelque chose de plus vrai. Le ciel est couvert au-dessus de Castelmont, chargé d'une tension sourde qui semble refléter parfaitement l'ambiance de la scène. En contrebas du grand escalier, dans un recoin un peu à l'écart du tumulte du concours, Zoé et Léonard font face à Tessier et Clotilde. Pas de mur, pas de public, juste l'air frais et le poids d'un face-à-face brutal. Tessier ne prend pas de pincettes. Il est à bout. Son regard est noir, ses gestes tranchants, sa voix claque comme un fouet. Vous êtes des bras cassés. Vous avez désobéi, vous avez foutu le bordel. Et vous savez quoi? Je ne veux plus vous voir. Zoé accuse le coup en silence, mais Léonard, lui, serre les poings, le regard brûlant d'une colère froide. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Vous nous avez déjà virés. Il y a dans sa voix une fierté abîmée, un courage désespéré, celui de ceux qu'on a déjà mis à terre et qui n'ont plus peur de tomber. Un court silence s'installe, tendu comme un câble. Puis Tessier s'avance, le regard acéré. Il les fixe, l'un après l'autre, et sa voix, cette fois, se fait plus grave, plus lente, presque sourde. Justement. C'est pour ça que vous êtes encore là. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Si quelqu'un veut saboter ce concours, on a besoin de vous pour le prouver. Zoé et Léonard échangent un regard, mi-surpris, mi-méfiant. Ils n'avaient pas vu venir ce revirement. Tessier poursuit, tranchant. Vous avez jusqu'à demain. Vous trouvez des réponses. Du concret. Sinon vous dégagez. Et cette fois, pour de bon. Clotilde, restée en retrait, observe, silencieuse mais attentive. Elle ne désapprouve pas. Elle espère, sans le dire, que cette mission les réveillera autant qu'elle les sauvera. Zoé et Léonard hochent la tête. Rien n'est gagné. Mais pour la première fois depuis longtemps ils ont une carte à jouer. Et voilà, chers fidèles de l'Institut, l'épisode 1228 vient de refermer ses portes, mais ce qu'il a révélé continuera de résonner longtemps dans les couloirs de Castelmont. Nous venons de vivre un chapitre où les apparences s'effondrent, où les liens se brisent et d'autres se tissent, parfois dans le silence, parfois dans la douleur. La complicité fragile entre Tessier et Clotilde prend une tournure presque tragique, car derrière leur alliance se cache une peur immense, celle de perdre le contrôle. De leur côté, Zoé, Léonard et Carla ont franchi une ligne et maintenant, ils sont dans la ligne de mire de Ferdinand, prêts à tout pour enterrer la vérité. La solitude de Joséphine, sa quête de légitimité, son échec face au chef Leroy, c'est tout un combat intérieur qui se joue en filigrane. Et que dire de la déclaration silencieuse entre elle et Lou? Une rencontre au détour d'un couloir, peut-être le début d'un bouleversement qu'aucun d'eux n'avait prévu. Mais l'épisode nous a aussi offert une gifle émotionnelle, avec l'échange brutal, mais nécessaire, entre Billy et Tom. Quand les mots deviennent des armes, quand la sincérité éclate, c'est parfois le seul moyen d'avancer. Et au milieu de tout cela, le poids du passé, des silences paternels, des fils abandonnés comme Ferdinand, continue de gangréner les relations humaines. Des plaies béantes que seule la vérité pourra peut-être refermer. Alors maintenant, on vous pose la question. Pensez-vous que Zoé et Léonard réussiront à faire éclater la vérité à temps? Tom saura-t-il se relever de cette remise en question brutale? Et surtout, qui est vraiment derrière ce sabotage? Laissez vos impressions, vos théories et vos émotions en commentaire. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Car à l'Institut la tension monte, les cœurs vacillent, et les secrets ne restent jamais longtemps enfouis. À très vite pour un nouveau décryptage et d'ici là, prenez soin de vous,
et continuez à croire que chaque plat, chaque regard, chaque mot, peut tout changer. À bientôt, la brigade.